Bonjour et bienvenue dans ce 4e mini-épisode de Psychologie de comptoir. Bordel de merde, dans quoi je me suis fourrée en choisissant ce nouveau sujet. Bon, ne tournons pas autour du pot, une fois que j'aurai les deux pieds dedans je pourrai plus reculer, alors... Comme vous vous en doutez certainement, beaucoup d'œuvres au cinéma sont inspirées et adaptées de contes et de romans, notamment fantastiques. De Grimm à Perrault en passant par Lovecraft et King, depuis sa naissance, le cinéma va être le théâtre, lol, de nombreuses adaptations. Et en tête des adaptations de contes pour enfants, Disney. En 1937 sort Blanche-Neige, premier long métrage de Disney, mais aussi le premier long métrage animé en couleur. Le premier de la liste des adaptations de contes qui font le charme des princesses Disney. Et celui qui nous intéresse sort 13 ans après Blanche-Neige, Cendrillon. Cendrillon est donc un dessin animé de Disney sorti en 1950, adapté du conte de Perrault et qui raconte l'histoire de Cendrillon, une jeune fille devenue la bonne de la maison après le décès de son père, ce dernier la laissant à la charge de sa belle-mère et de ses deux filles. Après avoir rencontré sa marraine la bonne fée, elle assiste à un bal où elle rencontre le prince et perd sa chaussure. Ce dernier, fou amoureux d'elle, décide de marier quiconque pour enfiler la pantoufle. Cendrillon sera enfermée par sa belle-mère pour qu'elle ne puisse pas l'essayer. Quand elle parvient à sortir, elle peut enfiler la pantoufle, signifiant qu'elle est la mystérieuse jeune femme du bal, et elle se marie avec le prince. Il s'agit bien entendu de la version Disney, parce que sinon il y en a plein d'autres. Cendrillon, c'est 9 adaptations en opéra, 6 en ballet, 3 en théâtre, 9 en littérature, 6 à la télévision, 2 arts plastiques, une attraction sans compter celle de Disney je suppose, 6 films d'animation et 30 films au cinéma. Ça fait 72 adaptations de l'œuvre, sans compter la possibilité que des œuvres soient passées à la trappe due soit à une disparition de l'œuvre dans les archives, soit à une visibilité moindre qui fait qu'elle n'est pas référencée sur Wikipédia, soit par un manque de la personne qui a écrit l'article. 72. Alors autant vous dire que l'on ne va pas parler des différentes adaptations, sinon ça ne serait pas un mini-épisode, mais nous allons parler d'une saga en particulier que certains d'entre vous connaîtront sûrement, A Cinderella Story. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette mine d'or de personnages tout cuits dans la bouche, A Cinderella Story est une saga de 5 œuvres non reliées entre elles et adaptant le célèbre conte dans une époque plus moderne contrairement aux nombreuses adaptations qui ont pu le précéder. Et si vous croyez qu'il n'en existe que 5 œuvres de ce genre, vous êtes naïf. Mais nous n'allons pas nous étendre sur ces films et nous cantonner à cette saga dont le pilier du genre n'est autre que le premier volet. Comme Cendrillon, film de 2004 réalisé par Mark Grossman, met en scène Hilary Duff dans le rôle de Sam, aka Cendrillon, et Chad Michael Murray dans le rôle de Austin, aka le prince charmant. Alors avant d'ajouter quoi que ce soit, et je me dois de le préciser avant de faire notre fameuse recette de mini-épisode, les A Cinderella Story sont clairement inspirés de la version Disney et non de la version du conte, et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, la recette. On a donc besoin d'une Cendrillon et d'un prince, les deux personnages de base. Ici, on a Sam et Austin. Dans le rôle de la belle-mère et des deux demi-sœurs, on a Fiona et ses deux filles. La marraine est portée par Rhonda et enfin celui de la petite souris qui arrivera toujours au secours de Cendrillon sera porté par Carter. On ajoute quelques personnages supplémentaires par-ci, un univers moderne par-là, on touille le tout, et maintenant on fait quoi ? Oui, vous avez deviné, on prend une préparation toute prête, on la met dessus et paf, ça fait des chocs à pic. Bref résumé de la recette avant de tartouiller tout ça sur les films. 1. Un parent décédé laissant sa fille à une horrible belle-mère ou tutrice, ça dépend, et ses deux filles. 2. Une Cendrillon et un prince qui partagent un centre d'intérêt commun que n'ont ni les sœurs de Cendrillon ni ses potentielles concurrentes, du moins les concurrentes font semblant pour s'attirer les faveurs. Cendrillon doit toujours être réservé et vivre sa passion en secret. Attention, Cendrillon met toujours une distance avec le prince de par sa popularité, et le prince ne peut pas reconnaître la princesse même s'il se souvient de tous les détails du monde sur elle. 3. Une marraine et un allié dévoué qui aideront Cendrillon à échapper à la vigilance de sa belle-mère. 4. Le bal, la perte d'un objet précieux et la recherche. 5. La révolte après une situation humiliante et l'envie de Cendrillon de récupérer ce qui lui est dû. 6. La belle-mère empêche Cendrillon de vivre son rêve d'une manière ou d'une autre. Et enfin, 7. Résolution du problème, tout devient beau pour Cendrillon, la belle-mère est punie et elle vit heureuse avec son prince charmant.
Quand je vous disais que tout arrivait tout cuit dans la bouche, j'exagérais à peine. Et vous n'avez pas encore tout vu. C'est pas fini. Je suis là pour vous montrer comment on fait pour ne pas se fouler, mais malgré tout produire 5 films sans avoir besoin d'écrire un scénario. Nous allons donc le tartiner sur chaque film et voir par la suite en détail ce qui nous intéresse. Étape 1, le parent décédé et l'introduction de la belle-mère. Excepté pour le 2 où Cendrillon est adopté par l'ancienne patronne de sa mère, danseuse pour la tutrice, on retrouve toujours un père ayant marié une marâtre qui a profité de sa mort pour s'attribuer sa richesse pour en faire profiter ses filles, Tweedledee et Tweedledum. Car oui, si l'une des deux sœurs est aussi vicieuse que la mère, l'autre en général la plus jeune est vraiment bête comme ses pieds. Quant à la mère, loin du stéréotype de la belle-mère effrayante, est un concentré entre l'intelligence mesquine et le ridicule constant. Étape 2. Cendrillon et le prince. Si dans le premier elle est introduite par son enfance avec son père et sa disparition, dans les 4 autres on vit le rêve de Cendrillon qui souhaite devenir une chanteuse reconnue. Elle se distingue du prince de par leur différence de popularité, notamment parce que dans les 4 derniers volets c'est une célébrité. Cendrillon d'ailleurs met une distance avec lui à ce sujet, ne pensant clairement pas être assez bien pour lui. Ils se rencontrent malgré tout 3 fois. La première lors de l'introduction du prince, la deuxième dans une situation humiliante pour Cendrillon, et la dernière lors du moment de révélation. On y revient plus tard. Malgré cette distance de par leur différence de popularité, ils partagent une passion commune. Étape 3. Nous retrouvons ensuite la marraine et la petite souris. Alors les liens qui unissent la marraine et la souris à Cendrillon ne sont pas toujours les mêmes, donc je vais évoquer juste leurs actions. La marraine est une personne de caractère qui va aider Cendrillon à réaliser ses rêves et la tirer vers le haut. Quant à la souris, son but est de lui remonter le moral, l'encourager, qu'il soit un ami direct, l'ami du prince ou Bruno. Oui, c'est un chien. Bref, ces deux personnages, en particulier la marraine, vont permettre à Cendrillon d'échapper à la vigilance de sa belle-mère. On arrive donc à l'étape 4, la révélation. Oui, je vais parler de révélation et non pas de bal, car nous allons vite voir que ce n'est pas forcément un bal qui révèle les sentiments du prince pour sa princesse. Dans les 3 premiers, c'est un bal classique où Cendrillon a le visage masqué, un casting pour le 4e volet, et dans le 5e volet, il s'agit d'une journée de travail. Cendrillon et le prince finissent par être isolés et ce dernier finit par révéler ses sentiments, parfois en révélant qui il est à Cendrillon. Cependant, pour une raison ou une autre, 4 fois sur 5 à cause de la belle-mère, Cendrillon fuit, laissant derrière elle un objet précieux, un moment décalé au moment de l'humiliation dans le 5e volet. Étape 5. Cendrillon vit une situation extrêmement humiliante, généralement mise en scène par ses sœurs ou parfois sa belle-mère, et prend une distance avec le prince car elle ne se pense pas assez bien pour lui. Cependant, cette situation ne lui donne que plus envie de reprendre son destin en main, ce qui nous amène à l'étape 6, la belle-mère tue le rêve. Que ce soit les études ou simplement le fait de se rendre à un lieu qui pourrait changer sa vie, la belle-mère menacera Cendrillon de s'y rendre ou la rendra tellement désespérée qu'elle ne le fera pas d'elle-même. Grâce à l'aide de la marraine et visiblement parfois littéralement la petite souris, on arrive à l'étape 7, la résolution du problème. Cendrillon commence à vivre son rêve, les actions de sa belle-mère sont découvertes par la même occasion, puis cette dernière est punie et enfin, le prince annonce son amour pour Cendrillon et ils vécurent heureux bla bla bla. Comme vous l'avez compris maintenant, le but de leur film est de reprendre les mêmes codes pour créer un nouveau film avec d'autres personnages avec de plus en plus d'exagération. Franchement, à quelques détails près, on a exactement les mêmes personnages avec les mêmes objectifs. Cendrillon veut vivre son rêve, sa belle-mère et ses sœurs veulent lui pourrir la vie, le prince veut qu'on cesse de le voir comme on aimerait qu'il soit, la marraine veut aider Cendrillon à se révéler, les souris veulent lui venir en aide, bref c'est exactement le même but, quoi qu'il arrive. Et vous savez pourquoi ça marche malgré le fait que ça soit toujours la même chose? Car c'est de la stratégie marketing. En fait, ces films ne sont pas faits pour être regardés à la suite et on peut le comprendre grâce à quelques points. Le premier est les dates de sortie qui sont séparées de plus ou moins 3 ans, ce qui va avec les 2 prochains points, la tête d'affiche et le concept de génération. Au cinéma ou dans les séries, vous remarquerez que dans les grosses sagas de films ou les longues séries, notamment le MCU par exemple, on ajoute une nouvelle génération que l'on suit en parallèle des premiers personnages. Le but est de pallier à 2 situations, d'un côté lorsque la première génération de personnages disparaîtra d'une manière ou d'une autre, et de l'autre lorsque l'ancienne génération aura vieilli, que la nouvelle génération de public arrivera en salle et qu'elle sera trop jeune pour s'identifier à l'ancienne génération de personnages. Iron Man est, par exemple, à la première génération ce que les Gardiens de la Galaxie sont à la nouvelle, et c'est pareil pour cette saga. Chaque film sort stratégiquement après un gros succès de la tête d'affiche. Hilary Duff venait de commencer Lizzie McGuire, Selena Gomez Les Sorciers de Waverly Place, Lucy Hale dans Pretty Little Liars, Sofia Carson dans Descendant et Laura Marano dans Austin et Ali. Et c'est très malin car ces séries visaient le même segment de public, à savoir des jeunes femmes entre 10 et 16 ans. Du coup, en général, ceux qui ont vu ces œuvres, à part les curieux, les ont vues car ils étaient fans de l'actrice en tête d'affiche et donc le manque d'originalité leur échappait puisqu'ils n'en regardaient qu'un seul.
Le but de ces films est de composer des personnages à travers des ossatures déjà toutes prêtes afin de permettre à certains publics de s'identifier aux jeunes Cendrillon et s'imaginer de vivre les mêmes rêves qu'elles vivent enfin. En conséquence, en effet, ces films manquent d'originalité car scénaristiquement, ils sont très proches, mais si on y réfléchit bien, rien n'est réellement original au cinéma. La plupart du temps, inconsciemment ou non, on s'appuie sur des ossatures de personnages déjà existants et pour peu qu'on décortique un peu les films en détail, on découvre que même entre des œuvres qui n'ont rien à voir, on retrouve des caractéristiques de personnages similaires dans des univers totalement différents. La preuve en est, j'ai moi-même utilisé le terme bonne fée pour parler des personnages dans le monde de la mode qui aident le protagoniste à s'intégrer. Je pense que je parlerai de ça dans mon prochain mini-épisode car je pense qu'il est intéressant de sortir les modèles de construction de personnages de leur genre de film/série. C'est donc la fin de ce mini-épisode et j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like et à partager votre opinion dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. XOXO.